Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, le premier des postulats de la mécanique quantique est le principe de superposition. Et on le trouve énoncé de manières qui sont différentes selon les auteurs et selon les universités. Alors, comme il faut bien faire un choix pour démarrer, je choisis celui-ci, que j'emprunte au cours donné à l'université d'Aix-Marseille. L'état d'un système est entièrement défini à chaque instant t par un vecteur psi de t d'un espace de Hilbert, h de t, équivalent à l'espace de Hilbert h. Alors qu'est-ce que tout ça signifie? Pas de panique, comme promis depuis le début, on va avancer tout doucement. Tout d'abord, on nous parle de l'état d'un système. On aurait pu dire d'un système quantique, mais on ne l'a pas fait. Pourquoi ça? Parce que la mécanique quantique n'est pas censée être une mécanique différente, avec des lois différentes de la mécanique classique. C'est-à-dire de la mécanique qui gouverne le mouvement des objets qu'on observe à notre échelle. Ce que nous allons voir maintenant s'applique donc bien à tous les systèmes, c'est-à-dire à tous les objets et à tous les ensembles d'objets, parce que tous, au final, sont quantiques, même si les particularités quantiques se constatent rarement dans notre vie quotidienne. Cet état du système est défini d'une certaine manière que nous allons voir dans un instant. Et surtout, il est entièrement défini de cette manière. Autrement dit, la mécanique quantique a la prétention d'être complète dans le sens que contestait Einstein, à savoir qu'il n'existe pas de variable cachée qui ne serait pas représentée dans les équations de la mécanique quantique. On a parlé rapidement de tout ceci dans cette vidéo. Remarquons aussi que la mécanique quantique n'a pas la prétention de nous dire ce qu'est la réalité fondamentale du système. Elle se contente de dire que toute l'information qu'on peut avoir concernant ce système est contenue dans ces équations. Alors ceci soulève des questions philosophiques importantes, notamment celle de savoir si le réel est voilé, pour reprendre une expression d'un ouvrage célèbre de Bernard d'Espagna. Mais on reviendra sur tout ceci aussi le moment venu. Bien sûr, cet état quantique va changer au cours du temps. C'est d'ailleurs bien tout l'intérêt de la mécanique, qu'elle soit classique ou quantique, que de décrire et de prévoir la manière dont les systèmes physiques vont évoluer avec le temps. Et pour finir, cet état est défini par 7 objets mathématiques, un peu compliqués, mais surtout très abstrait, qui va nous occuper pendant toute la durée de cette vidéo et des 2 ou 3 prochaines. Mais encore une fois, insistons lourdement sur ce point absolument capital, le système quantique et son état ne sont pas des objets mathématiques. Ils sont représentés par des objets mathématiques, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, une phrase comme celle-ci, elle est destinée à être lue par des étudiants de 3e année, c'est-à-dire des gens qui ont déjà des bases solides dans ce qu'on appelle la mécanique analytique et dans ses méthodes mathématiques. Du coup, sans essayer d'approfondir toutes ces choses autant qu'eux, il nous faut quand même prendre le temps d'en parler un petit peu, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Plutôt que de faire des longs discours, on va se contenter d'étudier un cas particulier, à savoir celui d'un pendule composé d'un poids attaché en bas d'une corde ou d'une ficelle. J'aurais pu choisir un poids en forme de bille, comme on fait d'habitude, mais j'ai préféré lui donner une forme pointue parce que ça m'a aidé à faire mes dessins d'une manière un peu plus précise. Alors lâchons le pendule pour le regarder se balancer. Maintenant,
À droite de l'image, on va représenter sa position sur un segment de droite de cette manière. C'est pratiquement la même chose, mais on a déjà pris une liberté avec la situation réelle, puisqu'on a aplati le parcours et représenté la position par un point rouge. Et bien sûr, à chaque instant, la position du point rouge correspond à la distance parcourue par le poids au bout de sa corde. Je vais maintenant représenter deux choses différentes sur mon graphique, à droite, à savoir la position du pendule, mais aussi sa vitesse. Et voici ce que devient mon animation. Ralentissons un peu pour mieux observer les choses. Avant que je ne le lâche, le pendule ne se déplace ni vers la gauche ni vers la droite. Sa vitesse est nulle, ce que je représente par un point bleu au milieu d'un autre segment, consacré aux vitesses, comme ici. Quand je lâche mon pendule, sa position se déplace vers la droite et sa vitesse augmente de plus en plus, vers la droite aussi. Quand le pendule arrive au milieu de sa course, sa vitesse est maximale vers la droite. Ensuite, le pendule poursuit sa course vers la droite, mais comme il remonte, sa vitesse diminue progressivement pour revenir à zéro quand le pendule arrive complètement à droite. Il repart alors, mais cette fois-ci vers la gauche. Sa vitesse augmente, mais maintenant elle est dirigée vers la gauche. Et elle est maximale vers la gauche quand le pendule est revenu au milieu de sa course. Puis elle diminue de nouveau jusqu'au moment où il revient à son point de départ. Je représente maintenant les choses encore un peu autrement en croisant mes axes de cette manière. C'est toujours la même situation physique, seule ma représentation a changé. Et voici encore une autre manière de représenter graphiquement l'évolution de l'état physique de mon pendule. J'ai rajouté un point vert qui tourne sur un cercle. Ce point est à chaque instant au même niveau vertical que le point rouge et au même niveau horizontal que le point bleu. Pour finir, je vais représenter l'évolution de mon système par une flèche avec une pointe verte. C'est encore une autre manière de représenter, à chaque instant, à la fois la vitesse et la position de mon pendule. Là, par exemple, mon pendule est arrivé presque entièrement à droite et sa vitesse est en train de diminuer. Maintenant, il repart vers la gauche et sa vitesse augmente, mais vers la gauche. Alors, une flèche de ce genre qui tourne dans le plan de mon graphique, en mathématiques, on appelle ça un vecteur. Et du coup, on commence à comprendre un peu mieux ce que signifie ce petit morceau de phrase. Quant au plan de mon graphique, c'est-à-dire le plan sur lequel j'ai dessiné mon graphique, c'est-à-dire le plan de la feuille, c'est-à-dire le plan dont l'axe horizontal représente la position du pendule et l'axe vertical représente sa vitesse, en mathématiques, on appelle ça un espace à deux dimensions.
Alors attention, ça n'est pas le plan de l'espace physique dans lequel mon pendule se déplace en réalité. Non, c'est un espace mathématique abstrait dont l'axe horizontal représente les positions et l'axe vertical représente les vitesses. Cette notion d'espace abstrait dans lequel on représente l'état du système à chaque instant nous permet de commencer à comprendre de quoi parle ce morceau de phrase. Et nous pouvons maintenant revenir à la mécanique quantique. En mécanique classique, notre système ne peut avoir qu'un seul état à la fois. Par exemple, notre pendule n'avait, à chaque instant, qu'une seule position et une seule vitesse. Ces positions et ces vitesses peuvent être représentées à chaque instant, comme nous venons de le voir, par un vecteur qui évolue dans un espace mathématique abstrait qu'on appelle un espace de phase. En mécanique quantique, la situation est très différente. Tellement différente que nous allons changer un peu de vocabulaire. Nous ne parlerons plus d'un espace de phase, mais d'un espace d'état. Alors, afin d'éviter certains malentendus, prenons le temps de dire que lorsque Schrödinger, à l'époque, parlait d'un espace de configuration, il parlait en fait de ce qu'on appellera de nos jours un espace d'état. Le vocabulaire a un peu changé au fil du temps, et il est important de le savoir, parce que sinon on risque de se mélanger les pinceaux. Et l'essentiel, c'est de bien faire la différence entre l'espace à 3 dimensions dans lequel nous vivons et ces espaces mathématiques qu'on utilise pour décrire des systèmes physiques. Pour bien montrer cette différence capitale, les physiciens ont l'habitude d'écrire les vecteurs ordinaires, ceux qui correspondent plus ou moins à un déplacement dans notre espace habituel, c'est-à-dire ceux qu'on a peut-être étudiés à l'école. Ils les représentent avec une petite flèche au-dessus, comme ceci. Les Anglais et les Américains ont d'autres méthodes qui sont moins utilisées en France. C'est pas très important. Et ils représentent les vecteurs d'état de la physique quantique, ceux dont nous allons voir qu'ils sont un peu différents, de cette manière-ci. Dans tous les cas, ce sont des vecteurs, c'est-à-dire qu'ils ont toutes les propriétés mathématiques requises pour obtenir leur diplôme de vecteur. Et surtout, les méthodes mathématiques qu'on utilise pour s'en servir sont les mêmes. Mais ceux-ci sont un peu plus, disons, un peu plus avancés que les premiers. Avancés de quelle manière? D'une manière que nous verrons bientôt. Souvenons-nous maintenant de notre photon de la saison 1. Il pouvait se trouver dans la partie droite de notre appareil, ce que je peux écrire en langage mathématique de cette manière. Ça signifie que j'ai une probabilité de 1, soit 100% de chance, de le trouver à droite, et une probabilité de 0, soit aucune chance, de le trouver à gauche. Et c'est normal puisqu'il est à droite. Je peux aussi représenter cet état par un vecteur, comme le vecteur bleu sur ce schéma. Il pointe sur la lettre D pour montrer que le photon est à droite. Mais le photon peut aussi se trouver dans la partie gauche de l'appareil. Ce que je peux écrire en langage mathématique de cette manière. Ça signifie que j'ai une probabilité de 1, soit 100% de chance, de le trouver à gauche, et une probabilité de 0, soit aucune chance, de le trouver à droite. Et c'est normal, puisqu'il est à gauche. Je peux aussi représenter cet état par un vecteur. Il pointe sur la lettre G pour montrer que le photon est à gauche. Mais la nouveauté en mécanique quantique, c'est que si deux états sont possibles, alors n'importe quelle autre combinaison de ces deux états est également possible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en mécanique quantique,
Notre photon peut être dans un état comme celui-ci. Une fois à gauche et en même temps une fois à droite. Alors oui, je sais, ça a l'air complètement absurde, mais demandez à n'importe quel physicien, il vous dira que cet état est un état tout à fait banal pour une particule quantique, même si c'est un état impossible à observer. Parce que personne n'observera jamais un état pareil. Mais alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, un état pareil? Ça signifie deux choses. Premièrement, que dans nos calculs, même si personne ne pourra jamais observer une particule dans un état pareil, on est obligé d'en tenir compte. Si on le fait, on obtiendra les bons résultats dans toutes sortes d'expériences, avec une précision absolument extraordinaire. Et si on ne le fait pas, il n'y a aucun moyen d'obtenir les bons résultats. Et deuxièmement, ça signifie que si on met des détecteurs dans notre appareil, cet état combiné et typiquement quantique sera détruit. À la place, on observera un état ordinaire. Soit notre photon sera détecté dans la partie gauche, ce qui arrivera une fois sur deux, soit il sera détecté dans la partie droite, ce qui arrivera aussi une fois sur deux. Nous venons d'entrer là dans le cœur du réacteur de la physique quantique. L'essentiel du mystère de la quantique se niche ici. Tout le reste, et tout le reste ça représente énormément de choses, tout le reste en découle plus ou moins directement. Un tel état, impossible à observer, mais dont on est obligé de tenir compte pour prévoir correctement le fonctionnement de la nature, s'appelle un état superposé, ou pour d'autres auteurs, un état combiné. Cet état superposé peut facilement être représenté par un vecteur, de cette manière. Le photon est autant à droite qu'à gauche, aussi absurde que ça puisse paraître. Et nous pouvons maintenant revenir au cours académique que nous avons vu précédemment. Comme nous l'avons vu, l'Université d'Aix-Marseille explique à ses étudiants que l'état d'un système, par exemple d'un photon dans notre appareil, est entièrement défini à chaque instant par un vecteur d'état qu'il note psi de t, autrement dit par un vecteur psi, c'est son nom, comme ceux que nous venons de voir, en tenant compte du fait qu'un tel état n'est pas éternel et qu'il va changer au cours du temps. Dans notre appareil, par exemple, au bout d'un moment, le photon il ne sera plus ni à droite ni à gauche, il sera tout simplement sorti de l'appareil. Il faut donc bien préciser par ce petit t que cet état n'est exact qu'à un moment précis, donné. Ce vecteur psi de t appartient à un espace de Hilbert, nous dit-on. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un espace de Hilbert? C'est un espace mathématique vraiment très grand. On en reparlera plus tard. Pour le moment, disons simplement que l'espace à deux dimensions dans lequel on a tracé notre vecteur bleu, c'est un tout petit morceau de l'espace de Hilbert. Notre vecteur bleu évolue donc bien à l'intérieur de l'espace de Hilbert. Venons-en maintenant au cours qui a été donné à Orsay. Il est écrit dans un langage plus mathématique, mais il dit la même chose. À savoir qu'à chaque instant t0, l'état du système est défini par un vecteur d'état phi de t0. Ils ont préféré la lettre phi à la lettre psi, c'est leur droit, mais c'est exactement la même idée. Qui appartient à un espace mathématique grand E. C'est le nom qu'ils ont donné à cet espace mathématique. Cet espace mathématique a la structure d'un espace vectoriel, c'est-à-dire qu'il est l'espace dans lequel on écrit des vecteurs. Il s'agit bien sûr, comme tout à l'heure, soit de l'espace de Hilbert tout entier, soit d'un petit bout de cet espace mathématique, comme le plan dans lequel on a tracé notre vecteur bleu. Et le principe de superposition postule
que si l'état φ1 représente un état possible, et l'état φ2 aussi, alors la somme φ1 plus φ2 représente aussi un état possible du système. Ce n'est pas autre chose que ce que nous avons vu à l'instant. Nous sommes donc enfin capables de comprendre le début d'un cours de mécanique quantique qui a été donné dans des universités très réputées. Franchement, pour des amateurs comme nous, ça en jette un peu, non? Je vous avais bien dit qu'on y arriverait. Et c'est que le début. Nous allons nous arrêter ici pour le moment. Le principe de superposition a l'air tellement fou que Schrödinger avait comparé la situation à celle d'une fable qui raconterait des histoires de chats à la fois morts et vivants. Parce que si un chat se comportait comme une particule élémentaire, il pourrait être à la fois mort et vivant. Or bien sûr, ça n'existe pas les chats morts-vivants. Mais alors, pourquoi les particules élémentaires peuvent-elles se trouver dans des états que les chats ne peuvent jamais avoir? On aura le temps de reparler de tout ça le moment venu. Mais avant ça, dans notre prochaine vidéo, nous devrons améliorer un peu notre manière de représenter les vecteurs d'état. En attendant, je vous invite à consulter cette vidéo d'Étienne Parisot, qui enseigne la mécanique quantique à l'université Paris Diderot. Il vous confirmera d'une manière un peu différente ce que nous venons de voir. C'est toujours mieux d'entendre plusieurs personnes expliquer la même chose avec des approches différentes. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et pareil pour cette vidéo de Sabine Ossenfelder. Elle est en anglais, mais vous pourrez activer les sous-titres en français si besoin. À bientôt!